5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Une rumeur au sujet d'un supposé coup d'État au Bénin a enflé en milieu de semaine dernière. Partie des réseaux sociaux, elle a tout fait d'infester l'opinion, obligeant le porte-parole du gouvernement à la démentir. Mais alors, d'où vient cette rumeur et quelle est la finalité de cette campagne de désinformation à grande échelle? Eh bien, nous en parlons. Puis on parlera également de la lutte contre le terrorisme. Après le deuil et l'indignation, eh bien, place aux stratégies pour faire face à la menace. S'il est clairement établi que le combat ne peut s'inscrire que dans une approche sous-régionale, notamment le partage de renseignements, il est aussi vrai que les relations entre le Bénin et ses voisins ne sont pas forcément des plus cordiales en ce moment. Certains n'hésitent pas à porter des accusations mensongères sur le Bénin. Comment gagne-t-on la lutte dans cette atmosphère faite de suspicion et de vices? Vous allez écouter les analyses de mes francs-parleurs et on s'intéressera au Togo. Le Togo va-t-il rejoindre l'alliance des États du Sahel formée par le Niger, le Burkina Faso et le Mali? Ce n'est pas impossible. Selon Robert Dussé, ministre togolais des Affaires étrangères, pour lui, la population y est favorable. Alors que le divorce est acté entre les pays de ces pays-là et la CEDEAO, le Togo avait été désigné médiateur pour le retour qui semble à présent plus hypothétique que jamais. On s'y intéresse. Autour de la table ce matin, Loukman Tidjani, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour aux amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7. Plaisir partagé. En face de vous, Julio Tometti, il est juriste. Bonjour et bienvenue, Julio. Bonjour Eman, bonjour aux téléspectateurs de l'ORTV. C'est un plaisir également de vous recevoir sur le plateau de 5 sur 7 matin pour évoquer ces sujets d'actualité. Messieurs, avant évidemment de commenter la première actualité au menu de ce forum de discussion, je vais vous inviter à suivre les explications du porte-parole du gouvernement, Wilfried Lian-Loumedji, qui a fait une sortie médiatique pour expliquer ou pour commenter évidemment ces rumeurs qui circulent depuis quelques jours au sujet d'un supposé coup d'État. Il a profité également pour aborder la question du fameux troisième mandat qui commençait également à enfler, à infester l'opinion. Wilfried Lian-Loumedji sur des propos recueillis par William Aguiar. Ceux qui, dans une logique qui est la leur, dans un plan qui leur est propre, ont décrété hier qu'il y avait une situation insurrectionnelle au Bénin, voire qu'il y avait un coup d'État, ben, ils en sont et ils en seront pour leur crédibilité aujourd'hui et demain. Je viens de la présidence de la République où le chef de l'État a convoqué une réunion pour faire le bilan des Vodou Days. Donc, c'est vous dire que le pays, le Bénin, notre Bénin, est loin des sirènes apocalyptiques que certaines usines, certaines officines s'emploient à faire résonner autour de lui. Je crois que il nous appartient d'opposer à ces personnes la réalité de ce qu'il se passe au Bénin. Bien entendu, tout n'est pas encore rose au Bénin, comme nulle part ailleurs dans le monde. Mais les Béninois, et Dieu sait combien d'efforts ils font maintenant, depuis quelques années, pour changer de destin, pour s'offrir le Bénin de leurs rêves, aux couleurs de leurs ambitions. Et ça n'est pas parce que nous réussissons globalement bien par rapport à d'autres que cela va susciter autant de jalousie au point d'amener les gens à prêcher ce qui n'est pas, à souhaiter que se déroule ici une certaine apocalypse. Donc, dites-leur que le Bénin, il est en place, que le président Patrice Talon, il est là, son mandat finit dans 16 mois. Est-ce qu'avec les prédictions du TOFA, est-ce qu'il aurait changé d'avis? Je ne vois pas le lien parce que vous me dites relativement à un troisième mandat. Je n'ai pas entendu le TOFA parler de troisième mandat. Et moi, quand je me pointe devant vous, je vous parle sur la base de la Constitution du Bénin, je vous parle sur la base des textes de loi qui gouvernent notre pays et sur la base de ces textes-là, s'il était encore besoin de vous rassurer, rien n'a changé. La Constitution qui interdit à un président de la République au Bénin de faire plus de 2 mandats de sa vie, cette Constitution, elle est toujours en vigueur. Le président Talon n'a aucune envie de prolonger d'un jour son bail à la tête du pays. Il n'a aucune envie de tripatouiller la Constitution pour se maintenir, même si
je vous l'avais dit et je le constate aujourd'hui, même si il est et il sera de plus en plus populaire d'ici à la fin de son second quinquennat. Donc pour nous, je voudrais vous le réitérer, le débat sur troisième mandat ou premier nouveau mandat, ce débat, il n'existe pas plus qu'il n'existera demain. Julio Tometti, quelles sont les raisons qui peuvent pousser les gens à inventer une situation insurrectionnelle au Bénin, à inventer un coup d'État? Vous avez lu aussi cette information sur les réseaux sociaux, vous avez vu les vidéos? Oui, nous avons vu les vidéos comme tout Béninois. Bien heureusement que quelques heures après, avant même que le porte-parole du gouvernement ne démente en fait l'information le lendemain, les voix s'étaient déjà élevées pour, pour corriger le tir, pour dire en fait que rien n'en était, que le Bénin a toujours en fait sa stabilité légendaire qu'on le connaît. Qu'est-ce qui peut valoir en fait, contester de telles rumeurs? Moi, je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. Je me demande, est-ce que ce n'est pas un test de communication d'une certaine façon, pour peut-être appréhender comment la masse populaire prendra peut-être une telle information lorsqu'il adviendrait d'une certaine façon. Le pavé jeté dans la mare. Voilà, pour voir, est-ce que, qu'est-ce qu'on noterait? Est-ce qu'on noterait une désapprobation ou bien est-ce que ça susciterait en fait un certain engouement au sein de l'opinion populaire? Mais on a dû constater que le Béninois est toujours resté serein, d'accord, par rapport à cette information et donc rien n'a bougé. Qu'est-ce qui peut amener ça? Vous savez, c'est les toutes premières fois que, depuis quelques mois, cette question de tentative de coup d'État ou bien de coup d'État ou bien de remède de coup d'État vient. Le Bénin n'en était pas habitué. Deux faits, en fait, peuvent justifier cela d'une certaine façon. Vous savez, il y a le contexte régional, d'accord, depuis les États de l'AES, donc les coups d'État pour certaines personnes deviendraient en fait le mode d'accession au pouvoir pour restaurer quelle africanité on ne sait. Deuxième élément, au plan interne, il y a que en fait les réformes structurelles continuent de faire grincer des dents et que l'objectif 2026 étant encore pas clair pour beaucoup de gens, peut-être pour certaines personnes, ça ne serait que la voie du salut. Mais ce qui est en fait paradoxal, c'est avoir des intentions de coup d'État pour un chef d'État en fin de mandat. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en vérité, si de tels faits advenaient, ça ne serait pas parti sale, mais ce serait la République. Parce qu'un chef d'État en fin de mandat, presque en fin de mandat, et vous le faites, ou on fait distiller des éléments de coup d'État, je ne pense pas. C'est généralement, plus généralement, en début de mandat ou en milieu de mandat, pour peut-être des gens éventuellement qui peut-être affichent des intentions peut-être de ne pas laisser le pouvoir, alors que depuis, depuis 2016-2017 et à l'issue de la réforme constitutionnelle intervenue en 2019, le chef de l'État a toujours clamé en fait son intention de ne pas, faire obstacle à la continuité constitutionnelle que nous observons depuis 1990. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas peut-être raison à s'inquiéter. Comme je le disais tantôt, c'est peut-être un effet de communication pour voir en fait comment la masse prendrait ça. Et bien heureusement, le peuple béninois reste solidaire de sa démocratie. Lukman Tidjani, qui nourrit la désinformation? Oui, moi je pense, je vais avoir la faiblesse de battre en brèche votre deuxième hypothèse en disant que cela pourrait susciter par les divergences que nous avons au niveau interne sur les réformes politiques. Je mets dans la balance deux éléments. D'abord, le contexte. Cette rumeur est venue le 16 janvier. Pour qui connaît le 16 janvier dans le contexte politique de notre pays, je vous rappelle 1977 avec l'attaque des mercenaires de Bob Denard. Le deuxième élément, c'est l'écho qu'on a voulu faire à l'attaque que nous avons eue quelques jours plus tôt, malheureusement, dans le nord du pays. Et j'ajouterai le troisième élément en lien avec les auteurs de cette propagande sur les réseaux sociaux, les activistes que certains appellent aujourd'hui des panafricains, des activistes qui sont peut-être en quête de popularité, qui sont en quête de buzz, mais qui, depuis un certain nombre de temps, ont commencé déjà sur les réseaux sociaux, nous l'avons vu, nous sommes restés silencieux, à aller dans une tentative de manipulation de l'opinion publique sur les réseaux sociaux. On invente des histoires,
On attaque le Bénin, on attaque la souveraineté du pays, on fait des faits divers, de grands faits de propagande politique, de grands faits de propagande nationale de manière à travers un narratif un narratif nauséabond, à travers un discours fastidieux, fallacieux plutôt, de peindre en noir le Bénin. Et c'est pour ça que je dis, de ma position, je pense que cela vient de dehors, c'est pas de l'intérieur. Quand bien même à l'intérieur, on pourrait avoir peut-être des gens qui font front, qui font écho à cela. Et je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont intérêt à ce que beaucoup d'autres pays puissent les rejoindre dans cette vague de conquête du pouvoir par les armes et ou par des moyens non orthodoxes. Vous avez vu, il y a quelques jours, les déclarations ou la sortie d'un dirigeant d'un pays voisin qui, dans sa tendance à justifier l'injustifiable, était dans une démarche communicationnelle à pointer du doigt nos autorités et à les mettre sur la place publique à la vindicte populaire, ce qui n'a pas fait écho. Après cela, tout ce qu'il y a eu après, je vois que c'est beaucoup plus une tentative aujourd'hui venue de l'extérieur de nous déstabiliser. Et le porte-parole du gouvernement l'a dit, nous avons la réalité aujourd'hui que nous sommes dans un progrès, mais nous avons aussi une réalité, vous l'avez dit, M. Tometi, que les citoyens béninois, le peuple béninois reste attaché à ce principe de conquête du pouvoir par les élections. Que le citoyen béninois reste attaché à la quiétude, à la paix, tout en restant attentif à ce qui se passe de chez nos voisins, tout en restant de cœur avec ce que les voisins font et en attirant davantage la sonnette d'alerte sur le fait qu'il n'y a rien aujourd'hui qui puisse venir compromettre la paix de notre pays. Moi, je vois les comploteurs à l'extérieur. Ils savent ce qu'ils cherchent. Peut-être que dans la création des alliances stratégiques, ils pensent que le Bénin, c'est une fois que les civils quittent le pouvoir et que des militaires viennent au Bénin, ils pourraient avoir des alliés à leur niveau pour dérouler leur plan syndicaliste militaire dans nos pays. Je pense que le Bénin ne sera pas une terre fertile pour eux. Le Bénin ne sera pas une terre qui fera écho à cela. Julio Tometi, est-ce qu'il lui fallu répondre même à cette rumeur? Est-ce qu'on n'aurait pas dû, le porte-parole du gouvernement n'aurait pas dû bâtir en brèche en 2-3 mots? Non, c'est quand même assez sérieux. Je pense que le porte-parole du gouvernement, de plus en plus, vous savez, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il ne se prononce pas et quand des fois même on le reproche. Ça veut dire que, en fait, au sein du dispositif de communication de la présidence, que la chose a été prise très au sérieux. Donc, c'est pourquoi il y a lieu de rassurer l'opinion. Parce que si on ne le faisait pas, ça pourrait se démultiplier d'autres manières d'une certaine façon. Et donc, pour nous laisser d'une certaine façon dans l'incertitude. Donc, la priorité d'un gouvernant à des moments donnés dans ces circonstances-là, c'est de rassurer l'opinion publique nationale. Et c'est ce que vient de faire le porte-parole du gouvernement de manière bien sciente. Alors, Loukman, on pourrait se dire que certaines personnes ont peut-être agi dans ce sens. On ne peut pas s'interdire de le penser, peut-être agir dans le sens de ce que cela advienne et que selon leur agenda peut-être caché, on va dire ce supposé coup d'État devrait intervenir ce jour-là. Est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin, faire des enquêtes pour pouvoir démêler les chevaux? Donc je pense que nous avons un pays qui, au niveau du renseignement, au niveau des informations, dans la quête de la quiétude, de la stabilité des institutions, nous avons des structures, nous avons des entités qui travaillent et qui, comme M. Tometi l'a dit, prennent au sérieux cette situation-là. Mais je continue de dire que si ça vient de l'intérieur, s'il y a des acteurs politiques ou des activistes politiques qui, dans leur agenda de conquête de pouvoir, pensent que c'est la seule voie pour y arriver, je leur demande de faire de la revue de littérature pour voir dans les 3 pays qui ont connu des coups d'État, ou les 4 pays qui ont connu des coups d'État ces dernières années, le calendrier de la trêve, comment est-ce que le calendrier a été mis en œuvre, comment est-ce que les acteurs politiques, fut-il de la mouvance ou de l'opposition, des acteurs politiques qui ont accompagné ces ventes de coups d'État aux premières heures dans ces pays, comment est-ce que progressivement ils ont commencé par être dépiécés, ils ont commencé par être contraints à partir. Donc je pense que s'il y a des gens qui pensent là, qui pensent que c'est la seule voie pour eux, peut-être de revenir au pays, si c'est la seule voie pour eux de revenir aux affaires, je pense qu'ils se trompent parce que les expériences ont montré que cela ne porte vraiment pas leurs fruits. L'autre chose, c'est pour dire aujourd'hui que quand vous voyez l'information qui a été distillée sur les réseaux sociaux,
et que vous voyez les images qui sont passées, ce n'est pas anodin. Je reviens avec l'hommage qui a été rendu aux militaires le 16 janvier. C'est cette image qui a été publiée et qui a été manipulée sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a mis dans l'opinion à un moment donné, dans beaucoup de pays, lorsqu'on voit des militaires ensemble, unis, faire un discours, c'est pour dire qu'on a pris le pouvoir. Ironiquement, c'est pour dire qu'on a pris le pouvoir. Alors que le 16 janvier, le général Fauteuil-Baridi réaffirmait d'une manière ou d'une autre l'attachement de notre pays à la paix, réaffirmait d'une manière ou d'une autre, on reviendra peut-être tout à l'heure, la volonté de notre pays de travailler avec les voisins à lutter contre le terrorisme. Mais on a pris cette image-là parce que de l'opinion publique, dès que les militaires viennent sur les écrans, c'est pour dire que le pouvoir a été pris, c'est pour dire que les institutions ont été déstabilisées, alors que ce n'était vraiment pas le cas. Et c'est important qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le passage du porte-parole du gouvernement a été opportun, le message a été clair. Nous sommes le Bénin est dans sa marche, les institutions ne sont pas ébranlées, les institutions continuent de fonctionner et nous continuerons de fonctionner. Si le discours, si peut-être, il a même été un peu plus anticipatif, peut-être en répondant à une polémique au niveau national. Peut-être que si l'argument des menaces terroristes, l'argument de l'attaque que nous avons eue en janvier ne portait pas, peut-être que ces activistes porteraient sur la place publique un argument d'une quête de 3e mandat ou de révision constitutionnelle pour justifier après la volonté ou une initiative malsaine de conquérir le pouvoir. Nous l'avons battu déjà en branche dans une démarche d'anticipation. Il n'y a pas de raison de mettre fin aux institutions de la République au niveau du Bénin, que ce soit des volontés internes, des volontés externes. Le peuple béninois restera soudé à faire en sorte que les élections soient la voie pour la prise de pouvoir. Alors, Julio Tometti, de voir certaines personnes se réjouir dès l'annonce de cette information totalement fausse, ça devrait pouvoir interpeller, non? Quand on sait que, généralement, les coups d'État plongent les pays dans l'incertitude des lendemains. Oui, c'est pourquoi je disais que si, comment dire, de tels faits advenaient, ça ne serait pas peut-être à l'encontre de Patrice Talon, mais c'est à l'encontre du Bénin, parce que c'est un monsieur qui est relativement en fin de mandat. Et je dis souvent, en fait, les acteurs politiques de plus en plus méconnaissent leur rôle, que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition, notamment ceux de l'opposition. Je pense que de tels faits viennent à l'issue ou bien après la déclaration du porte-parole du gouvernement, peut-être que de manière spontanée, on devrait voir les partis politiques se prononcer, rassurer leurs militants, rassurer l'opinion politique nationale, que nous soyons de l'opposition de la mouvance. Il devrait être parce que Loukman l'a dit tout à l'heure, en fait, quand ça advient, personne ne sait de quel côté il va se retrouver. Et aucun des côtés n'est bon. On a vu un peu l'expérience de certaine façon dans certains pays où c'est arrivé. Dans une première partie, il y a une grande masse qui a été jetée. Le reste, de fil en aiguille, on essaie de les dépiécer complètement d'une certaine façon. Et on essaie de rejanter d'une certaine façon un nouveau système pour avoir de nouvelles acteurs que, en fait, ceux qui existaient sur la place politique. Donc, ce n'est pas un scénario bon pour personne, bon ni pour le Bénin. Non, à partir de ce moment-là, lorsque de telles rumeurs adviennent, il faut travailler à décroyer ça à jamais pour que, en fait, les industries, en fait, qui forment ça, aillent chercher autre chose que sur ce terrain-là. Question de coup d'État, moi je pense peut-être au-delà de tout ce qu'on dit, quand on dit que ça a été très sérieux, peut-être à ajouter à ce que Loukman venait de dire, il faut se rendre compte que le chef d'État, depuis un certain temps, travaille à raffermir les liens, à davantage, resserrer les rangs avec, les forces de défense et de sécurité, notamment sa dernière sortie à Lada. Et après, en fait, le drame malheureux auquel nous avons été confrontés, dans la discrétion, toutes les mesures qui ont été prises d'une certaine façon pour rassurer l'opinion, pour rassurer notamment les familles et pour que, en fait, la troupe, en fait, la peur ne rentre pas au sein de la troupe. Et donc les gens auront, bien entendu, puisque ça peut servir un certain nombre d'intérêts, en fait, c'est ce drame qui nous frappe, puisqu'il ne faut pas les dissocier. La proximité, en fait, les deux faits est si patente qu'il faut peut-être travailler à lier. Je pense qu'au plus haut sommet de l'État, la chose a été prise très au sérieux et que l'analyse doit continuer pour peut-être voir quels sont peut-être les dessins malsains qui se cachent
au-dessous de tout ça. Il doit avoir quelque part, en fait, une industrie, en fait, qui travaille à quelque peu déstabiliser notre quiétude. Si on n'arrive pas par les faits, par l'effet de communication, on tente, en fait, de démobiliser ou de démoraliser les Béninois. Très bien. Allez, on va suivre cette actualité-là de très près. On reviendra évidemment aux besoins sur 5 sur 7 matin pour continuer par en parler. On en vient à présent au deuxième sujet en débat. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme. Le Bénin a été frappé dernièrement par une attaque dans la zone dite du point triple, une frontière entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Aujourd'hui, on sait, Lukman Tidjani, que la lutte contre le terrorisme s'inscrit dans une approche régionale. Il y a eu plusieurs initiatives par le passé. On a vu la force du G5 Sahel, on a vu le président aujourd'hui à l'occasion de diverses sorties à l'international promouvoir l'initiative d'Accra. Malheureusement aujourd'hui le Bénin et ses voisins, notamment le Niger, le Burkina Faso, ne sont pas forcément en de très bons termes. Les voisins ne cessent d'envoyer des informations mensongères. Comment est-ce qu'on lutte contre le terrorisme dans ces conditions, efficacement? Je pense que le contexte politique sous-régional aujourd'hui est délicat et très difficile pour le Bénin aussi, pour un pays qui n'a pas été habitué pendant un certain nombre d'années à ces attaques-là sur notre pays. Il faut aujourd'hui faire le constat que au-delà de la démarche diplomatique, au-delà de tout ce qui a été fait pour renforcer les liens, pour mettre en place une stratégie commune régionale de lutte contre le terrorisme, depuis 3 ans, il y a un certain nombre de pays qui ont décidé de sortir de ce cadre-là et de se tourner ailleurs, de chercher d'autres partenaires dans cette lutte-là. Mais l'approche régionale, l'approche militaire régionale, oui, mais il y a aussi une approche qui est importante sur laquelle je pense que nous devons davantage travailler dans notre pays. C'est l'approche holistique. En nous disant aujourd'hui, oui, nous avons un problème de sécurité, mais un problème de sécurité qui trouve aussi ses fondements dans un certain nombre de facteurs. L'occupation administrative du territoire, la satisfaction des besoins de nos communautés, la réponse aux aspirations des jeunes qui sont de plus en plus enroulés par ces vagues terroristes-là. Et dès que vous avez des voisins qui ne sont pas prêts à collaborer avec vous, qui ne sont pas prêts à travailler avec vous parce qu'ils ont leurs raisons, ils ont des intérêts ailleurs, vous, à votre niveau, ce que vous faites, c'est que vous resserrez pratiquement vos rangs. Vous resserrez vos rangs en vous disant quels sont les leviers sur lesquels je dois travailler. Je viens de citer un certain nombre de leviers. Vous resserrez vos rangs en vous disant qu'est-ce que je fais avec les moyens que j'ai aujourd'hui au niveau national? Aujourd'hui, nous avons les forces de défense et de sécurité qui réaffirment encore qui réaffirment leur volonté de lutter contre le terrorisme. Il faut mettre à la disposition de ces acteurs-là plus de moyens. Il faut développer avec ceux qui savent le faire, parce qu'aujourd'hui, au niveau de nos forces armées de défense et de sécurité, il ne faut pas avoir peur de le dire, nous avons de la ressource, nous avons des compétences. Il faut que ces compétences davantage innovent, que ces compétences trouvent des moyens stratégiques pour faire en sorte que dans le cadre national, nous puissions davantage réaffirmer et sécuriser nos terrains et si possible même aller quelquefois même, je pense, à la fermeture des frontières, à renforcer la sécurité au niveau de nos frontières. Si des voisins, nous laissons nos frontières ouvertes et que des voisins avec cette ouverture pensent que c'est une porte de porosité de nos frontières pour continuer à laisser des gens venir nous attaquer au niveau de nos pays, je pense qu'il faut forcément rediscuter, revoir encore les stratégies qu'il faut faire à situation de guerre, mesure de guerre, à situation d'écart, mesure de l'écart. Moi, je pense qu'il faut davantage serrer nos rangs, si possible fermer nos portes pour lutter contre cela. Il nous a rejoint en temps Julien Kitty, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous avoir rejoints sur 5 sur 7 matin dans le forum de discussion. Julio Tometi, après l'attaque dans la zone du point triple, on va dire l'un des facteurs qui a été pointé du doigt a été le manque d'informations, le partage de renseignements, puisque nos voisins sont davantage frileux. On sait que le Bénin, évidemment, ne forme pas de terroristes comme certains ont pu le distiller dans l'opinion. Quand c'est comme ça, comment est-ce qu'on fait chez nous ici au Bénin pour pouvoir faire face véritablement à la lutte? D'abord, je voudrais peut-être rappeler ce qui a été fait jusque-là et normalement ce qui doit être. Vous savez, il arrive que même des États soient en conflit, même en conflit ouvert, des fois même en guerre.
il y a ce qu'on appelle le couloir communautaire, d'une certaine façon. Il y a une forme de coopération qu'on laisse ouverte. Vous savez, comment dire, la guerre en Ukraine, les couloirs commerciaux sont toujours laissés ouverts parce qu'il y a des besoins de subsistance. Donc, on peut ne pas être d'accord, mais maintenir en fait un certain nombre de coopérations qui permettent de nous préserver les uns les autres. Qu'ils vous souviennent, avant le coup d'État survenu au Niger, que le président Patrice Talon a été l'un des rares, des premiers chefs d'État à aller rencontrer, par exemple, le nouvel homme fort de Burkina Faso, notamment dans la coopération militaire pour la lutte contre le terrorisme. Je n'ai pas compris comment un civil peut comprendre l'enjeu de la coopération militaire et que des militaires au plus haut sommet de l'État ne comprennent pas. Encore que nous avons noté la dernière fois avec peut-être cette dissension entre le Mali et le Burkina. On a entendu le président burkinabé dire que des fois, ils pourchassent les terroristes et ils sont à 500 mètres d'eux sur le territoire ivoirien, mais par déficit d'un cadre de collaboration, ils ne peuvent pas en fait rentrer sur le territoire ivoirien pour aller en fait neutraliser ces terroristes-là. Donc ils mettaient l'accent sur la nécessité de la coopération militaire, quelles que soient les dissensions au plan politique qui pourraient exister. Et quand j'ai écouté la dernière fois le chef d'état-major, je me suis dit mais comment ça pourrait arriver que le Bénin fait des démarches et que de l'autre côté, pour ceux qui sont censés connaître en fait la portée de cette démarche-là, sur peut-être des arguments que l'on ne saurait qualifier, restent fermés en fait à toute discussion, à toute forme de coopération qu'on peut mettre en œuvre. On a l'impression finalement en fait que en fait le terrorisme, le djihadisme sert un certain nombre d'intérêts que nous ne saurons encore maîtriser. Et si ça permet peut-être d'asseoir davantage, ou si ça permet d'être un agenda en fait de gouvernance pour certaines personnes, on ne sait pas. Parce que la question du point triple, d'une certaine façon, même pour un néophyte, quand vous l'expliquez, on n'a pas besoin d'être militaire d'une certaine façon. Il y a 3 points. Si vous regardez, je prends même ce que Loukman dit, vous faites des infrastructures, vous avez vu ce que les gens débarquent chez vous, en 5-10 minutes, ils enfument tout d'une certaine façon et ils rentrent encore sur le territoire. Vous ne pouvez pas, en fait, en tenant compte du droit international, vous ne pouvez pas aller sur le territoire pour aller dire que vous voulez aller interpeller ou pourchasser qui que ce soit. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque vous êtes sécurisé, que de l'autre côté, ce n'est pas là, ce n'est pas le cas, quelles que soient les infrastructures que vous auriez mis, quelle que soit l'urbanisation, les gens viendraient toujours, comme ils le font avec ces incursions-là, détruire en fait ce que vous aurez fait. Donc, pour moi, la question de coopération demeure en fait un enjeu majeur. Et s'il faut même peut-être y intégrer d'autres formes de collaboration au plan international pour amener ces gens à voir en fait le bien fondé de la chose, il faudra le faire. Alors, Jules Léandre Kitty, vous avez suivi cette actualité la dernière fois lors de sa conférence de presse. Le porte-parole du gouvernement a démonté un certain nombre de propos parce qu'un président d'un pays voisin a donné certaines coordonnées géographiques où se situeraient des terroristes, et il a été clairement établi que ces coordonnées géographiques qui ont été évidemment distillées dans l'opinion ne renseignent pas ou ne dirigent pas sur un territoire figurant sur le sol béninois. Donc clairement, tout ça ce sont des informations mensongères. Lorsque vous avez en face de vous ce genre de personnage prêt à mentir au biais Toby, qu'est-ce que vous faites? Vous baissez la tête et vous dites pourquoi ça nous arrive entre Africains. Vous baissez la tête, vous vous dites pourquoi ça arrive à des gens qui n'ont pas la possibilité de cesser d'être des voisins. Vous voyez, le simple fait que le Niger, le Burkina, le Bénin se disent nous ne pouvons plus jamais avant la fin des temps déplacer nos territoires, ça suffit pour amener les uns les autres à dire on coopère. Alors, ce qui a été dit par le président nigérien, moi j'appelle son nom, le général Abdourahmane Tiani, me dérange pour 3 points. 1, c'est un militaire. Moi je ne suis pas militaire, mais qu'un militaire, un général qui plus est, en vient à donner des informations, des accusations, au point de donner de fournir des données géographiques. Mais ça veut dire que ça doit être précis. Parce que, pour ce que je sais, le minimum que je sais de la sécurité, c'est que quand un militaire, même en guerre, quand il dit, ça veut dire que s'il était donné au général Tiani, à la tête d'une troupe, de retrouver un ennemi qui se trouverait quelque part précisément au nord Bénin, qui serait en train de préparer quelque chose contre lui ou son pays,
il va se tromper à ce point. Mais le porte-parole du gouvernement béninois, c'est un civil. Il ne devrait jamais sur ce coup avoir raison d'un général. Et malheureusement, il a eu raison. Parce que lui, il est venu dire, c'est même très facile de savoir que ça ne tombe pas sur le territoire béninois. Deuxième chose, deuxième facteur pour lequel ça me dérange, c'est le numéro 1 du Niger. Et ça intervient dans un contexte où le Niger et le Bénin recherchent des solutions aux incompréhensions qu'il y a eu entre les deux pays. C'est le général Tiani qui a autorisé que l'ambassadeur du Bénin près le Niger aille prendre fonction. C'est lui, c'est le président béninois qui a autorisé que le Niger ait une représentation, continue d'avoir une représentation ici. Et troisième facteur pour lequel ça me dérange, je me suis posé la question, un peu comme la question que Julio se pose. Est-ce qu'on a intérêt à ce que les problèmes, les divergences soient aplanis? Je me pose sérieusement la question. Parce que le Bénin a posé des pas dans ce sens. Il y a eu la réouverture de la frontière avec le Niger du côté du Bénin, mais malheureusement, ça fait quand même un bon bout de temps. Et observez que le Bénin a posé ce pas important, mais qui n'a pas reçu. Observez que depuis que le Bénin a ouvert les frontières de son côté, et que le Niger ne l'a pas encore fait, vous n'avez plus jamais entendu, ni des autorités béninoises, ni des civils ou de la population béninoise, des déclarations qui puissent remettre de l'huile sur le feu. Ça veut dire que le Bénin, en plus de poser ces pas-là, a fait le choix délibéré de ne plus faire le moindre geste qui frise une volonté, une dynamique va-t-en-guerre. Donc je ne comprends pas pourquoi quand on va vers la solution, on fait des déclarations qui remettent de l'huile sur le feu. Alors, quand vous voyez ce qui est décrit et dont certains se réjouissent malheureusement, et les faits qui se sont produits, les événements ces derniers jours-là, sont très liés. Lorsque les djihadistes viennent pour attaquer le Bénin, même si dans les autres pays, on se permet de dire le Bénin est en lien avec la France, on forme des djihadistes, on n'a pas pu donner la preuve de ça. Mais personne n'a pu dire que le Bénin sert de base alliée aux djihadistes. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu démontrer que les djihadistes là, arrivent à séjourner sur le territoire béninois. Alors, si au moment où les djihadistes quittent le Burkina ou le Niger, sur certains espaces du Niger ou du Burkina, je ne dis pas que ce sont les autorités de ces pays qui les ont envoyés, non, pas du tout, moi je ne suis pas prêt à dire ça. Et quand ils rentrent dans le Bénin, ils sont en train d'attaquer. Si le Bénin, le Burkina, si le Burkina avait donné le répondant pour qu'on crée un minimum d'espace, de passerelle de coopération, imaginez que les djihadistes qui fuyaient le Bénin, quand le Bénin avait eu, les soldats béninois avaient eu le renfort, avec l'armée et les moyens aériens, pour les attaquer, imaginez que ces djihadistes-là en fuyant, si le Burkina avait envoyé des troupes, c'est-à-dire il y avait une coopération, et on les attaquait aussi, se retrouvaient coincés. Donc ils vont être simplement bousillés comme dans une petite boîte à sardines. Et les deux pays se sentiraient tranquilles. Parce que quand nous sommes ici, nous sommes dans un monde planétaire aujourd'hui, quand on bousille tout un village au Burkina, quand moi j'entends ça, ça me fait mal. Parce que je suis africain. Les Burkinabés, ce sont des parents à nous, les Béninois aussi. Et donc, après, c'est quand on tue une trentaine de soldats béninois que dans la communication après, j'entends qu'au Burkina, on dit que le Burkina a neutralisé les chefs de ceux qui sont venus attaquer au Bénin. Mais le Burkina, les autorités burkinabées ne sont pas prêtes à parler avec les Béninois pour qu'on en finisse avec ça. Donc je pense qu'il faut qu'on en arrive à des passerelles de discussion pour que l'ennemi commun puisse être renvoyé, et après on va continuer tout ce qui reste comme discussion à faire pour que les populations nigériennes, béninoises, burkinabées, qui sont les mêmes, puissent faire leur commerce, leur business et se sentir à l'aise. Lukman? Oui, je suis d'accord avec vous qu'il faut maintenir ces passerelles de discussion, qu'il faut maintenir le cadre de coopération. C'est ce que nous sommes en train de faire depuis 2 ans. C'est ce qu'à la limite nous commandons de chez nos voisins. Vous l'avez dit, le chef d'État est allé 2 fois au Burkina. Le chef d'État a mis en place tout ce qu'il faut sur les voies diplomatiques. On a même envoyé des ministres. On a même reçu des délégations du Niger. Et le chef d'État-major général, on aurait pu lui permettre de rencontrer son homologue burkinabé ou nigérien, et ils discutent. Après, les chefs d'État vont continuer à discuter les questions politiques. Mais dès que tous on a fait ça, et que le voisin est réticent, que le voisin, est capricieux,
il faut revenir et voir qu'est-ce que nous faisons en attendant que la raison vienne, en attendant que la bonne foi vienne de chez le voisin. Qu'est-ce que nous faisons de notre pays? Le Bénin a quand même déployé l'opération Mirador. On va continuer de le faire. Il faut saluer déjà les forces de défense et de sécurité. Il faut saluer le gouvernement pour les moyens qui sont mis à disposition. Il faut qu'on resserre encore davantage nos rangs pour voir où est-ce qu'il faut mobiliser des ressources. Est-ce qu'il y a d'autres partenariats stratégiques qu'il faut mettre en place en termes de renseignement avec d'autres pays pour avoir plus d'informations, pour avoir plus d'équipements. Et ce qui est important aujourd'hui aussi dans notre pays, c'est que nous puissions comprendre qu'il est davantage important pour nous de comprendre que c'est le Bénin qui est attaqué. Ce n'est pas un régime qui est attaqué. C'est le Bénin qui est attaqué, que tout le monde puisse comprendre que nous devons travailler ensemble. Nous devons faire en sorte que nous ne fragilisons pas davantage les acteurs qui sont sur le terrain, qui travaillent. J'appelle aussi à nos amis qui sont sur les réseaux sociaux, à nos amis qui communiquent ou quelquefois même lancent des alertes de mauvaise foi, quelquefois même en donnant des informations précises sur où se trouvent nos équipements, où se trouvent nos hommes pour préserver le terrain. Je pense qu'il faut appeler davantage à de la responsabilité. Il faut appeler davantage à plus d'éthique dans la communication sur les réseaux sociaux. Nous sommes en situation de guerre. Je suis un peu trop dur, mais je dis que nous sommes en situation de guerre. S'il faut à un moment donné fermer ces poches de communication qui nous menacent, s'il faut à un moment donné fermer ces couloirs de passage de ces terroristes-là, n'ayons pas peur de le dire, nous sommes un État souverain. D'autres pays l'ont fait lorsqu'ils se sont sentis menacés par des troupes ou par des gens qui viennent de chez leurs voisins. Ils ont fermé leurs frontières, ils ont fermé les couloirs de circulation. N'ayons pas peur de le fermer tout en ouvrant, comme vous l'avez dit, le président béninois a encore fermé les frontières. Oui, il faut le faire tout en ouvrant le couloir. On ne va pas tout le temps avoir peur de ce que les gens disent. Il faut fermer les couloirs et ouvrir les couloirs diplomatiques aussi. Selon vous, que pourrait faire le Bénin tout seul sur le front antiterroriste face à des voisins qui portent des accusations mensongères? Voilà la question que nous avons adressée aux internautes via nos différents canaux digitaux. Maurice Tantan, Maurice, bonjour. Bonjour Eman, bonjour à tous et bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver sur la matinale 5/7 matin après quelques semaines d'absence par ici. Vous reprenez du service? Absolument, je reprends du service. C'est un plaisir également pour moi de retrouver le plateau de la matinale de la télévision nationale Bénin TV. Et vous avez rappelé la question du jour de ce lundi et il faut dire que cette interrogation a donné lieu à de très nombreux commentaires. Il faut dire des centaines de commentaires sur nos différentes plateformes. C'est vous dire l'intérêt que le public, que ce soit les Béninois, mais aussi d'autres personnes portent à ce sujet concernant la lutte antiterroriste. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les internautes sont quasi unanimes sur le sujet, on va dire, parce qu'ils estiment que la coopération entre les États est indispensable pour venir à bout de la menace terroriste, que ce soit au Bénin, mais également dans les pays voisins. Et sur ce point, ils estiment que les différents pays doivent s'entendre. Et en attendant que l'entente ne vienne, il faut que le Bénin continue à se battre et surtout avec la collaboration avec les civils, c'est-à-dire les populations locales. C'est ce que nous allons voir dans les différents avis et commentaires. Nous commençons avec Kou Massa Maurice qui nous écrit que sur le front antiterroriste, le Bénin seul ne pourrait grand-chose car le Sahel regroupe plusieurs États et par conséquent la coopération est un moyen efficace avec les États sahéliens. En effet, les accusations répétées des autres profitent aux malfaiteurs et surtout à ceux qui alimentent ces ennemis de nos populations, estime Kou Massa Maurice. Roger Olive à Djokanon nous dit que pour lutter efficacement contre le terrorisme, le Bénin doit renforcer ses capacités de défense et de renseignement tout en collaborant étroitement avec les populations locales. Une diplomatie proactive est également essentielle pour contrer les accusations mensongères de ses voisins. Seul le Bénin ne peut aboutir à la sécurisation des frontières du Nord car l'ennemi est redoutable, constate Roger Olive à Djokanon. Autre commentaire sur la question du jour, Jean Kokouznon nous écrit que le Bénin seul ne peut pas lutter contre le phénomène. Il faut oublier les politiciennes, que nos autorités politiques et militaires travaillent en synergie avec les États de l'AES dans le domaine des renseignements et surtout redéfinir une nouvelle coopération
permettant d'éradiquer le djihadisme dans nos régions. Parfait, Zinvo-Edo s'est également exprimé sur le sujet. Le Bénin, écrit-il, doit moderniser ses forces armées, renforcer le contrôle des frontières avec des technologies avancées et impliquer les populations locales dans la lutte antiterroriste. Il est essentiel de coopérer avec des voisins fiables pour partager les renseignements et anticiper les menaces. Parallèlement, l'État doit répondre aux accusations par des preuves crédibles issues d'enquêtes indépendantes selon Parfait Zinvo-Edo qui ajoute qu'il faut renforcer la diplomatie pour apaiser les tensions et mener une campagne de communication pour valoriser les efforts auprès de la communauté régionale et internationale. Encore 2 commentaires pour terminer. Mario Codero nous dit le Bénin doit collaborer face à cette menace, surtout avec ceux de la sous-région, pour qu'ensemble ils puissent unir leurs efforts et vaincre cette bande de djihadistes. Surtout, il faut mettre fin à la coopération occidentale pour aller seulement avec la sous-région. Carlos Agborouessi nous dit « Je pense que l'État doit dorénavant renforcer comme jamais l'armée et faire alliance avec les pays voisins de la sous-région pour une lutte victorieuse. » Voilà ce que nos amis internautes ont expliqué ou leurs avis sur le sujet. Merci beaucoup à vous, Maurice Tontin, pour ces avis relayés. On se retrouve déjà demain par ici sur 5 sur 7 matin. Mais avant tout à l'heure, vous aurez une chronique à nous faire sur les réseaux sociaux TikTok et ses déboires aux États-Unis. Vous allez nous expliquer tout ce qui se joue de l'autre côté du pays de l'oncle Sam. Absolument. À tout à l'heure, Maurice. Avant, il y a un dernier sujet sur lequel on va opiner, messieurs. Pendant que nous sommes en train de parler de la lutte antiterroriste et évidemment de ses voisins qui ne veulent pas forcément coopérer, Julio Tometti, il y a le Togo voisin aussi qui n'écarte pas de rejoindre l'alliance des États du Sahel. Qu'est-ce que cela vous inspire? Le Togo est dans une situation à cheval. En fait, lorsque peut-être 2 partenaires sont en difficulté ou se battent, il est tantôt l'ami de l'un, tantôt l'ami de l'autre et à cheval entre les deux. C'est exactement le rôle que le Togo a joué depuis en fait le dernier coup d'État survenu au Niger et qui a envenimé en fait les relations entre ces États du Sahel et la CEDEAO. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on peut voir? Il faut voir que en fait la position togolaise, au-delà des questions de démocratie et autres qui pourraient se poser et qui pourraient en fait mettre en mal en fait la coopération entre la CEDEAO et le Togo, puisque en fait les citoyens de la CEDEAO disent toujours la CEDEAO doit travailler à plus de démocratie. Et ce que les gens appellent des coups d'État institutionnels, que la CEDEAO a le devoir de travailler sur ça. Premier chantier. Deuxième chantier, il y a que, comme je disais tantôt, la position du Togo contrevient dangereusement aux intérêts de la CEDEAO, c'est-à-dire sa forme de collaboration qu'il a développée avec les États du Sahel. Donc, il y a une menace, en fait, qui pèse sur le Togo vis-à-vis de la CEDEAO. Et donc, la parade, c'est quoi? La parade, c'est de faire quelque peu, quand nous écoutons, parce que c'est le chef de la diplomatie togolaise, c'est une voix très autorisée. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il y a un agenda d'une certaine façon. Quand vous écoutez en fait le chef de la diplomatie, entendez par là directement le président de la République, puisqu'il ne peut pas venir sur les plateaux dire n'importe quoi. Il a dit que c'est au président de décider. Il ne peut pas dire n'importe quoi, surtout avec les éléments, en tout cas. De sorte qu'en fait, aujourd'hui, c'est quoi? Ça sonne comme une sorte de chantage, d'une certaine façon. Si vous mettez la présence, si vous parlez des questions de démocratie chez moi, si vous parlez de ma position aujourd'hui par rapport à l'AES, je vous quitte pour aller à l'AES. Donc, il met un peu la CEDEAO dans une certaine difficulté par rapport à ses propres orientations, d'une certaine façon, tant de sa collaboration, de sa coopération avec les États du Sahel, que tant sur le plan démocratique, sur lequel les citoyens togolais continuent de rechigner et en indexant la CEDEAO comme ayant fait le lit à cet état de choses. Lukman Tidjani, justement, est-ce que le Togo, désigné médiateur quand même dans la crise entre les États de l'Alliance du Sahel et la CEDEAO, le Togo a été désigné médiateur avec le Sénégal, voir le médiateur se tourner, ou du moins porter publiquement son amour pour, évidemment, ce rassemblement, ce regroupement du mouvement, ce n'est pas peut-être porter le coup de grâce à la CEDEAO? Je pense que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et le Togo aujourd'hui est dans une position déjà géographique qui lui permet de comprendre que les intérêts stratégiques sont beaucoup plus du côté des 3 États. Quand vous prenez les 3 États, le Niger, le Burkina et le Mali, c'est pratiquement 60 millions d'habitants.
Le Togo veut positionner aujourd'hui le port de Lomé comme le port stratégique. Il le positionne déjà, le port stratégique qui permet de desservir ces 3 États du Sahel. Quand vous prenez ces 3 États, c'est des États qui constituent pour l'Afrique de l'Ouest la plus vaste réserve de ressources minières qui, avec des intérêts économiques derrière, peuvent permettre aujourd'hui au Togo de se positionner. Donc, c'est normal, c'est légitime que le Togo puisse chercher à avoir des accords stratégiques avec des États de l'AES. Est-ce que le Togo peut aller vers l'AES et demeurer dans la CEDEAO? Aujourd'hui, le débat est là, c'est le point que je voulais aborder. Je ne pense pas qu'il y ait d'institutions ou qu'il y ait de dispositions de la CEDEAO qui interdisent cela, parce qu'il y a eu le G5 Sahel, des États étaient dans le G5 Sahel et étaient aussi dans la CEDEAO. Ça, c'est la première chose. Le G5 Sahel, c'était une alliance militaire. Oui, mais il n'y a pas de disposition de la CEDEAO aujourd'hui qui interdit au Togo d'être aussi membre de la CEDEAO que d'être membre de l'AES. Maintenant, ce qui reste, est-ce que c'est un coup de grâce qui serait porté à la CEDEAO? Je pense que nous n'avons pas intérêt aujourd'hui à ce que d'autres pays quittent la CEDEAO. Maintenant, si cela advienne, s'il faut construire une alliance régionale forte avec 10 pays qui partagent la même vision, qui partagent les mêmes intérêts, il faut y aller. Alors, Julien Kitty, pour finir en une minute, est-ce qu'il ne vaut mieux pas avoir une CEDEAO éclopée, mais qui reste quand même efficace malgré tout, qui fait face à des enjeux communs, qu'une alliance du moment qui manifestement se présente juste comme une hype? Non, je pense, moi je ne souhaite pas avoir une CEDEAO éclopée. Non, pas du tout, dans l'absolu. Parce que quand on revisite la vie de la CEDEAO, c'est une organisation qui est suffisamment adulte pour ne pas se permettre d'être éclopée aujourd'hui. Même s'il y a des membres qui sortent il y a des griefs qui sont il y a des griefs. Donc il faut écouter, quand vous écoutez les autorités sénégalaises, cette approche pour moi, elle est la meilleure. C'est-à-dire, nous restons dans la CEDEAO, mais nous disons aux grands dépositaires de la CEDEAO, il y a des choses à revoir. Et nous portons même garant pour aller vers cette diplomatie-là, cette négociation avec ceux qui sont fâchés. Et c'est pourquoi, sur un point, je ne suis pas d'accord avec Lookman qui dit, même s'il n'y a pas clairement des dispositions de la CEDEAO qui demandent à ce que des membres ne puissent pas être dans une autre organisation, nous sommes dans un cas particulier où ceux qui ont quitté la CEDEAO, les 3 pays qui ont quitté la CEDEAO pour aller créer l'alliance des États du Sahel, sont pour, de façon tacite, l'arrêt de vie de la CEDEAO. Ils sont contre, ils sont diamétralement opposés. On va les considérer comme démissionnaires du facto. On ne peut même pas... Non mais attends, nous sommes dans le dernier mois pour que les discussions se fassent. Et heureusement, au niveau de la CEDEAO, les dernières nouvelles font état de ce qu'on leur donne même encore un délai de 6 mois d'observation avant d'acter leur départ. Mais eux, ils sont restés fermes pour dire qu'ils s'en vont. Donc, il faut négocier pour qu'ils reviennent. Ou si un pays comme le Togo quitte et va vers l'AES, adhère à l'AES, c'est que le Togo ne va pas quand même continuer à penser que les autres pays de la CEDEAO sont suffisamment bêtes pour continuer à le considérer comme membre. Il faut que, si c'est pour les intérêts, vous l'avez dit très bien, si c'est pour ses intérêts, il faut que le Togo assume également que la CEDEAO dise, vous n'êtes plus avec nous. Merci Julien Kitty, merci également à vous Luc Montigani, merci Julio pour vos analyses assez éclairées. Et ce sera tout pour le forum de discussion de ce lundi matin. À suivre à présent la chronique de Maurice Tantan, ce sera sans transition juste après ce plateau, derrière la revue de presse de Marcel Arrossi.